tu as des sensations corporelles où tu es beaucoup plus en présence, tu te sens mieux, tu n'as pas le coup de barre de 1h30, 2h du matin, t'as pas mal au ventre, t'as pas mal à la tête, t'arrives à dormir très bien et le lendemain, t'as pas la gueule de bois, donc tu continues dans cette même énergie. Donc non, moi je veux dire qu'on peut être bien sans alcool. Être bien et pas du tout chiant sans alcool. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, janvier est là. J'adore le début d'année avec sa belle énergie du renouveau et les bonnes résolutions que l'on se souhaite. C'est le moment parfait pour penser à vous, à vos envies et peut-être à un travail qui a plus de sens. Si c'est ce que vous ressentez, je vous recommande chaudement notre partenaire Chance. Leur bilan de compétences unique vous aide en seulement 3 mois à retrouver ce qui vous anime vraiment et à redessiner votre parcours professionnel avec l'aide d'un coach dédié. Et ce n'est pas tout, une communauté engagée est là pour vous soutenir et vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail qui pourrait vous aider à sauter le pas, le parcours, vous le savez, est finançable grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Alors, et si cette année vous osiez changer ce qui compte ? Rendez-vous dès maintenant sur chance.co pour faire le point gratuitement et transformer votre vie pro dès maintenant. Dans une société où l'alcool est souvent perçu comme un incontournable de nos moments de convivialité et de détente, décider de s'en passer peut sembler contre-culturel ou insurmontable. Pourtant, choisir d'arrêter, c'est reprendre la main de son bien-être, de sa santé mentale et physique et peut-être même de sa relation aux autres. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour ce Dry January, comment on prononce ça d'ailleurs, avec Alexandre Dana dans les conversations du Scarabée. Salut Alex! C'est vrai qu'il n'y a pas de comment traduction française. Dry, alors soit on le fait avec l'accent anglais, soit on dit Dry January. Janvier sec. Janvier sec. Janvier sec. Bonne année Alex. Très bonne année Anne. Bonne année à toutes et à tous. Alors on vous a déjà dit bonne année plusieurs fois dans Métamorphose, mais enfin, comme on est en ce début d'année 2025, on voulait parler de ce phénomène qui prend de l'ampleur. Je ne sais pas où ça a démarré exactement, je crois dans les pays anglo-saxons. Mais de plus en plus de personnes dans le monde pratiquent ce fameux Dry January. D'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous êtes auditrice, auditeur de Métamorphose et que vous avez soit déjà pratiqué ce mois de janvier sec, c'est-à-dire sans alcool, vous pouvez nous témoigner de cela sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de vous lancer dans un défi sans alcool, peut-être vous allez attendre que la galette des rois passe, mais je trouve que ça peut être sympa de le démarrer avec nous. Alors nous, on est sans alcool déjà depuis un moment. Mais peut-être, en tout cas, de nous partager vos témoignages, pas à pas, peut-être semaine après semaine. Alors, pour commencer, Alex, on va peut-être parler de nos rapports avec l'alcool ou de non-rapports avec l'alcool. Toi, je sais que tu ne bois plus d'alcool depuis maintenant plusieurs années. Depuis combien de temps ? 3 ans, sauf à l'étranger. Moi, j'ai une règle, c'est que je m'autorise à boire de l'alcool quand je suis et comme en tu voyage. Et comme tu vis à l'étranger, tu bois tout le temps, en fait. Je ne vis pas à l'étranger. Je te blague. Moi, je vis à l'étranger, c'est pour ça que je dis ça. Toi, tu vis à l'étranger. Qu'est-ce que l'étranger, d'ailleurs ? On part sur une autre émission. Non, mais je trouve que c'est dur d'appliquer cette règle quand tu découvres une autre culture, tu découvres une autre manière de vivre, et donc tu découvres souvent une autre manière de faire la fête. Oui. Et les premières interactions qu'on a souvent avec des personnes locales quand on voyage, c'est des repas. Oui. Et donc, je n'avais pas envie de priver ces personnes de me faire découvrir leur culture
aussi via des alcools locaux. Après, je prends un verre et demi. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais en Grèce chez des amis à moi qui m'ont fait découvrir le ouzo. Oui, l'ouzo. Faut être prêt à l'expérience. Et en plus, effectivement, comme j'ai arrêté l'alcool depuis 3 ans, je fais l'expérience d'être désensibilisé, ce qui fait que même la plus petite quantité me fait partir très vite. Alors là, c'est un point d'ailleurs que j'ai relevé en préparant cette émission, c'est que la tolérance à l'alcool devient moindre. C'est-à-dire que moins on boit, plus la petite quantité, que ce soit pour le corps ou l'effet, il y a les deux, et quelque part délétère ou positive, ça dépend comment on le voit. Dans cet épisode, je voulais juste préciser qu'on va discuter du rapport à l'alcool en général. Là, on parle de ce Dry January parce que c'est à la mode. D'ailleurs, je voulais rappeler quelques chiffres. D'après un sondage, il y a plus de 5 millions de personnes qui ont participé à cet événement, à ce défi de janvier en 2024 dans le monde. Et on peut aller sur un site qui s'appelle dryjanuary.fr, près de 28 000 personnes, une augmentation de 75% par rapport à 2023. C'est intéressant parce que ça montre que déjà, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par cette expérience. Et en plus, ce qui montre aussi dans cette étude, c'est que les gens qui participent au Dry January ont moins envie de boire après. Donc ça veut dire que ça fonctionne dans la durée. Ouais. Voilà, ce qui est logique. Moi, je suis obligé de confirmer. C'est sûr qu'arrêter l'alcool il y a 3 ans, ça a été sûrement une des meilleures décisions de ma vie. Pourquoi tu l'avais fait d'ailleurs ? Alors, je rappelle que tu es un athlète, tu es un sportif, donc ça ne fait pas toujours non plus bon ménage entre le sport et l'alcool. Mais ça a été lié à l'intensification de ma pratique sportive. Oui. Quand je me suis mis aux arts du cirque, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'entraîner le lendemain d'une soirée où j'avais bu 1 verre, 2 verres, 3 verres, et j'ai décidé que ça serait plus simple de tout simplement arrêter. Et donc, premier avantage, la pratique sportive. Et puis, tu en découvres d'autres au fur et à mesure. Tu découvres une meilleure qualité de présence à l'autre lors des échanges en soirée. Tu découvres une capacité à tenir plus longtemps dans la soirée. Et ça, c'est peut-être un des effets que j'aime le plus. Moi, tu sais que j'ai commencé à faire la fête tard, en fait. J'ai pas du tout fait la fête. Et t'es pas un fêtard jeune. Absolument pas. Notamment à cause d'une expérience assez traumatisante avec l'alcool à 17 ans, où j'avais fait un coma éthylique et j'avais fini à l'hôpital. Et donc, suite à cette expérience qui a vraiment pas été plaisante du tout, je suis très peu sorti jusqu'à 31, 32 ans, à peu près au moment où j'ai arrêté l'alcool. Et là, je me suis rendu compte que sans boire d'alcool, tu pouvais danser jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h du matin avec une substance incroyable qui s'appelle l'eau et qui te permet de rester en très bonne forme. Donc voilà, c'est tout un tas de déclics et d'avantages qu'on découvre au fur et à mesure quand on décide de transformer sa consommation d'alcool. Toi, qu'est-ce que tu préfères dans le fait de boire moins qu'avant ? Alors moi, je bois plus du tout depuis 1 an et demi à peu près, pour une raison plutôt médicale, c'est que j'ai eu une hépatite d'origine inconnue, probablement attrapée lors d'un voyage en Afrique. Et donc la prescription tout de suite pour sauvegarder le foie, évidemment, la première chose à faire, c'est d'arrêter tout de suite l'alcool. Donc les médecins te disent d'arrêter 3 mois, 6 mois. Alors moi j'ai toujours été une buveuse festive avant, c'est-à-dire occasionnelle, pour faire la fête, exactement ce que tu décris, étudiante, etc. Mais j'ai jamais été une buveuse du quotidien, c'est-à-dire que ça n'a jamais fait partie de mon quotidien. De boire le petit verre de vin à table le midi ou le soir, ou l'apéro en rentrant du boulot. Je ne fais pas du tout partie de ce genre de profil. Je ne sais pas si toi, d'ailleurs, c'était le cas ou pas du tout. Non. Non plus. Non, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une famille, enfin, de grandir dans une famille où il n'y avait pas d'alcool au quotidien. Oui. Alors ça, c'est un autre point et qui rejoint aussi ma famille, c'est-à-dire que c'est la même chose pour moi. Mes parents ne sont pas du tout buveurs, ni au quotidien, un tout petit peu de manière festive, peut-être anniversaire, voilà, occasionnelle. Et ça dit peut-être aussi quelque chose de nous. C'est vrai que l'alcool, ça peut être aussi une grande habitude familiale. Quand on a vu ses parents ou sa famille boire, je dirais, quotidiennement, peut-être que c'est plus difficile d'y échapper. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous pouvez témoigner de ça, ça peut être intéressant. Bon,
la consommation d'alcool, elle fait tout de suite penser au fameux désir mimétique de René Girard. Donc, Ouais. cette théorie selon laquelle on veut ce que les gens autour de nous désirent. Théorie qui est d'ailleurs au cœur du fonctionnement des réseaux sociaux. Une autre forme d'addiction, hein, différente de l'alcool. Mais pour la petite anecdote, Peter Thiel, qui est le premier investisseur dans Facebook, suivait les cours de René Girard à l'université. Et quand il a entendu cette théorie du désir mimétique et qu'il a vu ensuite Facebook apparaître, il s'est dit mais ça c'est génial, c'est une machine à créer des désirs mimétiques. On voit ce que font les autres, ce que les autres ont comme possession, et donc on va y passer énormément de temps. Mais sur l'alcool, je me souviens que le plus dur quand j'ai arrêté il y a 3 ans, c'était les retrouvailles au bar avec des personnes de mon équipe, des collègues. Tout le monde commande une bière, tout le monde commande un verre de vin. Et ça semble ridicule, mais c'est dur de ne pas suivre le groupe. C'est dur de ne pas Bien sûr, avoir... c'est l'effet grégaire. Hein. L'effet grégaire. Alors après, j'ai trouvé des solutions, notamment... j'ai réalisé que j'arrivais au début à commander une ginger beer sur la première vague de consommation, et ensuite je cédais et je commandais un verre d'alcool. Donc, au bout d'un certain temps, dès que j'arrivais au bar, je commandais 2 ginger beer pour en avoir tout de suite. Ta quantité. Pour avoir tout de suite ma quantité. Ça surprenait beaucoup les serveurs d'ailleurs. Et puis après, au bout d'un moment, t'as tellement pris l'habitude. On en revient au sujet des habitudes. Hein. Comment est-ce que tu implémentes des nouvelles habitudes dans le temps? C'est un sujet passionnant. T'as plus besoin de ces petites astuces comme les deux consommations de ginger beer dès le début. Le plus difficile, je pense, c'est les personnes qui sont un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire, je suis devenu un consommateur, mine de rien, assez régulier, de manière un peu festive, mais finalement, ça revient assez souvent. Un petit apéro entre amis, etc. Et ce que je considérais, alors je ne parle pas pour moi, mais d'une manière générale, comme quelque chose d'occasionnel, devient régulier. On voit ça, par exemple, chez les étudiants, mais aussi... même dans ma génération, hein, c'est-à-dire que voilà, je sors du boulot, je me retrouve avec des collègues, allez hop, on prend rapidement un petit verre. Donc je suis pas le buveur qui semble avoir besoin de son verre d'alcool. N'empêche que quand on commence à les compter et les mettre bout à bout, on s'aperçoit que ça fait une quantité qui devient pas négligeable. Alors je suis pas du tout là pour faire la morale aux gens, hein, mais c'est vrai qu'on peut vite se laisser entraîner. Et cette idée d'abstinence totale, comme le propose ce défi du mois de janvier sans alcool, je trouve est intéressante pour faire cette expérience d'abstinence. On le voit dans toutes les addictions, revenir à des quantités plus raisonnables, extrêmement compliqué. C'est-à-dire la modération est plus difficile parfois que l'arrêt soudain. Ouais. Et l'arrêt soudain, on peut soit le voir comme... quelque chose qui va se prolonger dans le temps. Moi, effectivement, c'est ce que je fais depuis 3 ans, à l'exception de mes aventures à l'étranger. Mais on peut aussi le voir comme la préparation d'une redécouverte du plaisir de la substance. Et là, je fais le parallèle avec le jeûne. Toi et moi, on a testé le jeûne hydrique. D'ailleurs, nous enregistrons cette émission en rue des Jeûneurs à Paris. Exactement, et on l'enregistre rue des Jeûneurs. Et le truc le plus incroyable, tu me l'avais annoncé parce que tu as testé le jeûne avant moi, c'est la reprise alimentaire. Donc quand tu recommences à manger, la moindre noisette, la moindre tomate, tout ce que tu fais rentrer dans ta bouche a un goût délicieux et tu te dis mais c'est dingue, j'ai pas mangé depuis une semaine, mais en fait j'ai l'impression que j'ai pas mangé de noisettes depuis au moins 3 ans et c'est tout. J'avais complètement oublié le goût. J'en mangeais, mais de manière automatique. C'est ça. Et j'ai entendu aussi beaucoup de personnes qui ont fait des équivalents de Dry January sur du café. Pas de café pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qui m'ont fait le partage ensuite que la reprise du premier espresso, c'est incroyable. T'as l'impression d'avoir des effets exceptionnels. Bon, bah, pour l'alcool, on peut aussi le voir comme ça. Je fais une abstinence parce que j'ai envie de redécouvrir les sensations dans mon palais. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, j'ai le sentiment avec le tabac. Les gens qui ont fumé et qui reprennent un jour une clope disent « mais comment j'ai pu fumer ?» La première en tout cas, alors l'addiction revient vite, hein, parce qu'il y a aussi la nicotine, le geste, etc. Mais les gens se disent assez, au départ, se disent « mais c'est horrible ». Donc ça dépend du type d'addiction, j'imagine. Certainement. Mais par contre, le fait que tu mentionnes le tabac,
ça me rappelle à quel point la consommation d'alcool et la consommation de tabac, Et de café. et de café aussi, sont des sujets qui ont été entrés de force, je dirais, dans la culture populaire par l'industrie du cinéma, par aussi l'industrie de la mode, par des industries culturelles à une certaine époque, les années 50, 60, 70, où énormément de films étaient sponsorisés par des marques d'alcool, des marques de tabac, et sans s'en rendre compte, on a vu les stars dont on rêvait à l'écran fumer, boire. Tu as une série... On revient sur le mimétisme. Hein. on en revient sur le mimétisme, mais Oui. c'est cette série télé qui est incroyable. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Récente? Non, des années... Non, assez récente justement, mais qui parle de publicitaire. Bon, ça me reviendra pas, mais je suis sûr que certains, en nous écoutant, l'auront en tête. Ça parle de publicitaires américains qui sont tout le temps en train de cloper. En train de cloper, en train de boire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la culture moderne, on a beaucoup moins cette présence de l'alcool et du tabac, et ça explique peut-être pourquoi certains jeunes se détachent complètement de cette consommation. Alors chez les jeunes, le binge drinking est quand même un vrai problème. Moi, je vois passer les études en tant que journaliste, les rapports des jeunes et l'alcool. Il faut se bourrer le plus vite possible, le plus rapidement possible. Et c'est un phénomène qui est absolument abominable parce que souvent, on reçoit cette quantité d'alcool, parfois sur des estomacs vides. Je pense aux jeunes, aux étudiants. C'est ce qui m'est arrivé à 17 ans. Voilà. Et oui, tu parlais du coma éthylique. Ce sont quand même des expériences qui sont assez dramatiques en réalité. Se réveiller à 4h du matin à l'hôpital sans savoir comment tu es arrivé, je ne le souhaite à personne. Oui, c'est terrible. Et j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Alors, par rapport à cet alcool, puisqu'on parlait de ça, on était dans cette idée aussi, je trouve ça vraiment intéressant, de culture populaire, avec cette phrase de Léa Salamé, qui avait été reprise évidemment par les réseaux sociaux, puisqu'elle avait dit « tu vas arrêter l'alcool, tu vas devenir chiant » ou quelque chose comme ça. Et là, il y a un livre qui sort du professeur Michael Nassila, qui est président de la Société française d'alcoolologie, SFA, qui s'appelle « J'arrête de boire sans devenir chiant ». Est-ce que c'est un truc que tu as pu ressentir au niveau social, justement? Tu disais, quand on est tous au comptoir, que tout le monde commande une bière. Alors moi, je déteste la bière, donc je dirais que c'est pas un effort. Mais qu'en tout cas, tout le monde boit de l'alcool et que toi, tu n'en bois pas, est-ce qu'on devient chiant en réalité? Mais alors voilà, c'est vraiment la phrase qui m'énerve. Avec tout le respect que j'ai pour Léa Salamé, ça m'a vraiment titillé cette phrase. Parce que moi, je fais l'expérience complètement inverse. Je pense que j'étais beaucoup plus chiant à l'époque où je buvais de l'alcool. Et on a tous fait l'expérience d'être face à quelqu'un qui est relou, quoi. Qui a beaucoup trop bu, et qui est super relou, et qui... et souvent, cette personne est un homme, et souvent, cette personne a des comportements déplacés avec les femmes. Enfin, c'est dingue de ne pas avoir ça, et aussi de ne pas faire l'expérience que arrêter l'alcool peut permettre, encore une fois, d'avoir beaucoup plus d'énergie et de beaucoup plus se connecter à la musique, à la danse. Moi, j'ai découvert le plaisir de danser en partie parce que j'ai arrêté l'alcool. Et donc, tu as des sensations corporelles où tu es beaucoup plus en présence, tu te sens mieux, tu n'as pas le coup de barre de 1h30, 2h du matin, t'as pas mal au ventre, t'as pas mal à la tête, t'arrives à dormir très bien et le lendemain, t'as pas la gueule de bois, donc tu continues dans cette même énergie. Donc, non, moi, je veux dire qu'on peut... Être bien sans alcool. Être bien et pas du tout chiant sans alcool. Ensuite, il y a deux choses. Il y a les personnes qui font un effort pour arrêter l'alcool. Et puis, il y a les personnes, peut-être comme toi ou moi, où moi, je me sens beaucoup mieux sans alcool parce que je pense que l'alcool est extrêmement nocif pour mon organisme. Il y a des seuils de tolérance par rapport à des substances. Moi, je suis quelqu'un qui ne supporte très mal les substances. Le café, par exemple, j'en bois pas depuis presque 25 ans parce que je supporte pas l'effet. Et l'alcool est délétère, je pense. Dès que je bois un tout petit peu d'alcool, ça me fait presque l'effet d'un café, ça me donne de la tachycardie, mais ça m'accélère le cœur, etc. Donc j'ai des symptômes assez vite. Je pense que pour les gens qui supportent extrêmement bien l'alcool, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de conséquences physiques. Oui. En plus, quand on est sportif, c'est vrai que dès qu'on va boire un peu, le lendemain, en fonction évidemment de sa constitution, c'est toujours pareil, on va le payer beaucoup plus. Toi, tu disais, quand je faisais des entraînements et que j'avais bu la veille,
c'est pas le même trip. Hein. C'est pas possible. Oui. Mais c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même résistance. Mais ce qui est aussi un peu problématique, c'est que la résistance, elle se construit dans un sens ou dans l'autre. Plus je bois d'alcool, plus je vais avoir une résistance aux effets, et donc plus je vais être tenté d'aller augmenter ma consommation pour ressentir les effets. Et c'est là qu'il y a un cercle vicieux qui se met en place. Et moi, malheureusement, j'ai vu ça avec quelqu'un dont j'étais très proche quand j'étais adolescent, qui est tombé dans une véritable situation d'alcoolisme. Et je me souviens de voir l'évolution de mois en mois, où au début, cette personne avait besoin simplement d'un verre d'alcool pour abaisser son anxiété le soir. Et puis, il a fallu passer à 2, et puis il a fallu passer à 3, etc. etc. Oui. Et ça, c'est terrible. Et il faut saluer le travail que font des associations comme les Alcooliques Anonymes, qui aident des milliers de gens chaque semaine à sortir de cette addiction. C'est pour ça que c'est intéressant, peut-être, vous qui nous écoutez, de revisiter sa consommation à l'alcool. En disant, est-ce que c'est beau, où est-ce que je suis sur le curseur, sur une échelle, finalement? Est-ce que je me suis laissé emporter et là, ça devient un petit peu trop? Est-ce que finalement, ce début d'année n'est pas l'occasion de repenser à ça? Au contraire, est-ce que j'ai complètement arrêté et je me porte aujourd'hui comme un charme? Moi, j'ai le sentiment que ça n'a pas multiplié mon effet de bien-être par 10. C'est l'inverse. C'est si je bois que je me sens pas bien. C'est-à-dire que ça dégrade en fait mon état. C'est pas que ça l'upgrade quand j'arrête, c'est que ça le dégrade quand je bois un peu, mais même très très peu d'alcool. C'est ça qui est terrifiant. Et tu peux aller faire des expériences comme les danses extatiques, par exemple, qui sont donc des formats de danse où chaque participant s'engage à ne pas boire une goutte d'alcool, ne prendre aucune substance. Et donc, c'est organisé dans des festivals, dans différentes villes à Paris. Ça, c'est intéressant aussi de voir des moments de musique, de danse, de fête, où on se met d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas d'alcool. Ça fait partie de tout ce mouvement Dry January, ça va de pair. L'explosion aussi des bars sans alcool qui commence à arriver en France. Il faut le tester au moins une fois. Il faut le tester au moins une fois, et puis peut-être c'est bien d'avoir aussi des substituts de convivialité qui soient intéressants. Parce que souvent, quand on ne boit pas, moi je fais vraiment l'expérience, tu parlais du ginger beer tout à l'heure, à part le ginger beer, souvent il n'y a pas grand-chose. C'est soit des jus, mais qui sont très sucrés, et moi, c'est pas forcément ça que j'ai envie de prendre le soir quand je sors. Soit c'est la tisane, et donc te retrouver effectivement à 2h du mat à la camomille, il y a un côté qui peut être glamour ou avant-gardiste, ou au contraire, très ancienne garde. Et peut-être d'inventer des vraies boissons hyper sympas. Il y a des marques qui commencent à se lancer oui, bien sûr. de bière sans alcool. Ouais. Ça arrive. Ça arrive. Donc là, si vous nous écoutez, alors peut-être rappeler les bienfaits pour la santé quand même du manque d'alcool, enfin en tout cas si on se passe d'alcool. Amélioration de la santé du foie, c'est la première chose. Évidemment. Le foie déteste l'alcool. Un meilleur sommeil. Alors moi, c'est radical. C'est vrai que ça joue énormément sur la qualité de sommeil. Et plus on vieillit, pire c'est. Perte de poids. L'alcool, c'est calorique, on peut le rappeler. 7 calories par kilocalories par gramme. Meilleure hydratation. On sait que l'alcool déshydrate le corps. D'ailleurs, le problème du coma éthylique, c'est qu'on va vers un manque d'hydratation. Réduction de la pression artérielle et donc du risque cardiovasculaire, et renforcement du système immunitaire. Ça permet de mieux lutter contre les infections et maladies. On améliore la santé mentale. Ça, c'était un point important que tu notais juste à l'instant. C'est que beaucoup de personnes se disent « voilà, ça va me détendre ». Et en fait, ça a un effet ponctuel de détente, mais il y a un effet rebond qui est pire au niveau de l'anxiété. Et ça, les médecins le disent extrêmement bien sur les addictions. Et moi, l'expérience que je fais depuis 3 ans, c'est d'être régulièrement contacté par des personnes que je croise en soirée, qui me voient ne pas consommer d'alcool et qui, à un moment de la soirée, viennent me voir pour me demander « Tiens, Alexandre, est-ce que tu peux me raconter comment tu as fait pour arrêter ? Je sais que c'est pas bon pour mon niveau d'anxiété. » Oui, donc ils ont conscience de cet effet rebond. Ouais.
sur le coup, ça fait du bien, mais ensuite, ça aggrave en fait les problématiques d'anxiété. Et je remarque d'ailleurs que c'est compliqué de donner des conseils sur comment arrêter l'alcool. Moi, je peux partager mon expérience, mais en fait, c'est des sujets tellement intimes, tellement individuels. C'est pour ça que là, dans cette conversation, ce que je trouve bien, c'est qu'on ouvre plein de pistes différentes, et puis ensuite, c'est à chacun qui nous écoute de trouver son propre chemin. C'est assez difficile, je pense, de plaquer la même série d'instructions. Oui, de donner des recettes toutes faites. Et puis, encore une fois, ce qu'on a dit, c'est que qui est très important, c'est que toi et moi, nous venions de familles qui ne boivent pas. Mes parents, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire de non-buveurs. Donc, on n'a pas eu cet exemple à la maison de gens qui buvaient. Ça n'a pas fait partie de notre quotidien. Et peut-être, d'une certaine manière, c'est peut-être plus facile que pour des personnes qui viennent de familles où déjà, soit il y avait des problèmes d'alcoolisme, soit il y avait une habitude familiale, du quotidien excessive. Certainement, mais mais on peut le voir de deux manières. Ce que je trouve la voie vers laquelle je reviens moi toujours, c'est que 90% de nos comportements viennent de notre environnement. Donc si j'ai un environnement familial, effectivement, qui m'a poussé vers l'alcool, j'ai une faiblesse à ce niveau-là, mais je peux aussi changer d'environnement. Je peux réadapter les personnes qui m'entourent. Toi et moi, on n'a pas eu ce sujet sur la famille, mais je pense qu'on l'a eu dans le cadre professionnel, en créant des entreprises, en développant des projets. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans des comités d'entrepreneurs où l'alcool est là par défaut. Les after-work, les apéros entrepreneurs, tous ces événements étaient des événements où il y avait quasiment une bouteille par personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quelques années, quand j'ai arrêté l'alcool, j'ai décidé d'organiser moi-même des événements en interdisant des événements pour des dirigeants d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, en remplaçant l'alcool par d'autres substances. Mais on est en plus dans une culture française de gastronomie, de culture avec des alcools extraordinaires, une connaissance de l'alcool très pointue. C'est-à-dire qu'on a une culture du vin, du raffinement par rapport au vin. Et moi, je reconnais aussi cela comme un art, par ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui sont formés autour de l'alcool, qui savent reconnaître le parfum, le nez, et tout cet art, je reconnais, et dans toutes les cultures. Si on va au Japon, ça va être la même chose avec le saké, tu disais peut-être en Grèce avec l'ouzo, etc. Donc chaque culture a quand même aussi beaucoup valorisé l'alcool avec un aspect artistique. La différence entre l'antidote et le poison, c'est la dose. Oui, c'est le poison. C'est la dose qui fait le poison, nous rappelait Paracelse ou Hippocrate, je ne sais plus. Hippocrate, je crois. Hippocrate ? À vérifier dans les commentaires, mais je crois que c'est Hippocrate. Je crois que c'est Hippocrate. Alors, il y a aussi un autre point par rapport à l'alcool et ce côté chiant, c'est que c'est vrai que quand l'ivresse peut être très agréable et fantastique, c'est-à-dire l'état de transe dont on parlait, tout état de transe ou d'état de conscience modifié peut être, par certains aspects, très agréable, si tant est qu'on ne tombe pas dans le côté obscur de la force. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi, parfois, comme tu disais avec la danse extatique, être dans ces états-là? Moi, je sais que la danse, la vibration, la nature, le sport me permettent de toucher ces états de transe et de flow que certaines personnes peuvent rechercher à travers l'alcool. L'alcool permet aussi de nous désinhiber socialement. Oui. Donc, quand on est timide, je repense à nos jeunes et aux étudiants, parfois, en tout cas moi, quand j'ai commencé à boire, quand j'étais étudiante de manière festive, et que j'ai découvert mes premiers verres d'alcool autour de 18-19 ans, je me sentais désinhibée. J'avais cette timidité et ça me permettait d'être plus en lien avec les autres. C'est la très belle chanson de Pink, Sober, qui parle de ça. Tu veux nous la chanter ? J'ai pas les paroles là et je pourrais pas te la faire de tête. Mais c'est une chanson qui raconte très bien son combat face aux addictions et notamment son combat face à l'addiction de l'alcool. Et il y a quelques phrases qui sont vraiment marquantes dans les premiers couplets, comme comment est-ce que je peux me sentir aussi bien sobre
ou encore je ne veux pas être celle qui parle le plus fort dans la soirée. Enfin, elle parle vraiment de ce rapport à l'alcool qui est intimement lié à la confiance qu'on a face aux autres, la confiance qu'on a en soirée. Et là, encore une fois, on peut aussi peut-être aborder le sujet d'un point de vue collectif. Si je suis avec des amis, pourquoi ne pas leur proposer de faire Dry January ensemble? Pourquoi ne pas leur proposer de faire ensemble une soirée sans alcool? Pourquoi ne pas leur proposer d'aller faire une ecstatic dance ensemble? Parce que si on fait l'expérience ensemble que c'est mieux sans alcool, ben on va avoir un élan pour continuer incroyable. Je pense à mon ami John. John, si tu m'écoutes, je te fais un petit poke, qui a commencé, il me semble, tu me rediras en off si c'est le cas, par le Dry January, et qui est passé ensuite, ah bah tiens, si je faisais un mois de plus, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Lui, il est très sportif, c'est aussi un athlète. Et finalement, il s'est dit, bah c'est bien. Et puis après, il y a d'autres moments de l'année où il reprend un petit peu et ensuite il arrête. Donc cette alternance peut être aussi intéressante. Alors j'ai retrouvé les mots que tu m'as envoyés de cette fameuse artiste. Pink, ouais. Ouais, Pink, que tu m'as envoyé à 7h du matin. Je ne veux pas être la fille qui rit le plus fort, ou la fille qui ne veut jamais être seule. Je ne veux pas être cet appel à 4h du matin, car je suis la seule que vous connaissez au monde à ne pas être chez elle. Il y a un côté vraiment aussi de la détresse de la personne qui a trop bu et qui commence à faire n'importe quoi. Oui. Ça te met de la tristesse quand je dis ça. Oui, parce que ça me fait penser à la personne dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai vu sombrer dans l'alcoolisme et qui, effectivement, avait tous ces comportements. L'appel à 2h du matin, l'appel à 3h du matin. Et ici, encore une fois, il faut vraiment, vraiment saluer le boulot que font des associations comme les Alcooliques Anonymes. Excellent. Oui. Il faut aussi peut-être mentionner toutes les nouvelles formes de thérapie qui ont leur efficacité pour certaines personnes sur ce sujet de l'addiction à l'alcool. Donc l'hypnose, on sait que l'hypnose fonctionne aussi très bien pour certains sur l'addiction au tabac. Oui. Et il y a de plus en plus d'études et de tests qui sont faits et qui commencent à être faits en France, notamment au CHU de Nice, sur l'utilisation de la psilocybine pour aider des personnes qui ont un alcoolisme de longue date. On sait que la médecine psychédélique s'intéresse beaucoup aux addictions avec des... Voilà, alors il faut aller dans des centres où aujourd'hui c'est autorisé. C'est très peu le cas, je crois, en France, voire même pas du tout, sauf à titre expérimental, comme tu l'as mentionné. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de se poser la question aussi. Jean-Paul Sartre disait « L'ivresse, c'est ce moment où l'on se sent être tout ce qu'on a toujours rêvé d'être ». Évidemment que ça donne ce sentiment-là. Comment je peux me sentir comme ça autrement, en fait? C'est une question qu'on peut se poser. On est dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. On se pose la question, et je le dis aussi pour moi-même. Loin de moi l'idée de faire la leçon, encore une fois, à vous, auditrices et auditeurs. On est tous en cheminement, mais comment je peux me ressentir dans des états comme ça de bien-être par peut-être d'autres moyens, ou tout simplement en étant pleinement moi, avec ce qui est là, c'est-à-dire aussi ma timidité, aussi mes difficultés, aussi parfois nos difficultés relationnelles, et c'est ok en fait. Ouais, c'est tout le sujet. Elle est belle cette phrase de Sartre. Oui. Mais je crois que tu as évoqué quelques pistes super intéressantes, comme la nature, comme le corps, comme la danse, comme certaines activités de transe. Allons faire des expériences. Je pense que c'est la meilleure piste à creuser. Si je me retrouve dans un quotidien où j'ai l'habitude 4-5 fois par semaine de retrouver les mêmes personnes au bar pour prendre les mêmes consos d'alcool, tiens, la semaine prochaine, je vais enlever 2 de ces soirées et je vais les remplacer par un cours de yoga avec de la musique et une méditation, une danse extatique ou une session d'escalade. Alors évidemment, si vous avez écouté ce podcast et que vous vous dites « ça m'a motivé », j'ai envie, comme tu le dis Alex, de le faire avec des amis, avec des potes, entraîner un conjoint, une conjointe, d'autres amitiés, des enfants, des jeunes, etc. autour de moi. Peut-être vous pouvez déjà leur envoyer le lien de cette émission.
Et puis surtout, nous partager que vous êtes partant ou partante pour ce défi. Alors peut-être que vous qui écoutez Métamorphose, vous n'êtes pas forcément des grands buveurs, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, ça peut être vraiment intéressant de se faire ce défi de manière collective. J'espère qu'on vous a motivé. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose avant qu'on se quitte, Alex ? Tiens, un dernier coup de motivation. Moi, celui qui m'a donné l'élan pour arrêter l'alcool est un type qui s'appelle Alex. C'est ton petit double, ta voix double. C'est ma voix double. Et en fait, je l'ai rencontré alors que j'étais en voyage. Et je trouve que dès que je le vois, je me dis, mais c'est incroyable, ce type, il a une présence dans le regard ultra forte. T'as l'impression, il a un côté très Jésus-Christ, un corps incroyable, élégant, élancé, svelte. Et je lui demande de me raconter son histoire. Cette personne était profondément alcoolique et accro à d'autres substances, cocaïne, héroïne, etc. Cette personne faisait partie des premiers employés du réseau social Twitter, qui maintenant s'appelle X, racheté par Musk. Donc cette personne faisait partie de ce qu'on appelle les High Functioning Addicts. Un terme dont je ne connais d'ailleurs pas la traduction en français, mais qui est utilisé par des psychiatres américains pour décrire des personnes qui sont accros à des substances, mais qui sont high functioning. Donc en société, on a l'impression que tout va bien. Ce type avait un poste super haut placé. Phénoménal. Il dirigeait une énorme équipe. Et il a complètement craqué à un moment. Il a perdu son métier, il a perdu sa copine, il a perdu son appartement, il a dormi dans sa voiture pendant quelques mois et il a même fait une tentative de suicide. Donc il me raconte cette histoire et il m'explique ensuite son parcours de reconstruction qui est passé par différents changements, dont l'arrêt de l'alcool. Et évidemment, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais j'ai envie d'en faire l'expérience moi aussi. Et je me souviens que avant de lui parler, je pensais qu'il avait 26 ans. Il en avait 42. J'ai lu aucune étude sur le sujet. Mais toutes les personnes que je connais qui ont arrêté l'alcool témoignent d'un effet sur leur peau incroyable. On a l'impression qu'ils ont littéralement perdu des années. Donc, à bon entendeur. À bon entendeur, faites l'expérience et Oui. puis vous nous direz. Tout comme le tabac d'ailleurs. Tout comme le. Ah oui, ça, moi, j'ai jamais fumé, mais. Pour les gens qui ont fumé, c'est vrai que sur la peau, le résultat est impressionnant. Alors moi, j'ai une autre image qui est pas glamour. Je suis désolée de vous quitter un peu sur cette note-là. Alors, d'autant plus qu'on est en début d'année, on est plutôt dans les bonnes résolutions, etc. Mais moi, il y avait 2 images qui m'avaient frappée. La première, c'était avec le Coca-Cola, l'expérience avec un steak ou avec de la viande. Comment en fait un Coca-Cola rongeait en fait ce morceau de steak et était nocif en fait pour la santé. Même expérience avec l'alcool. C'est très visuel chez moi. Nous savons qu'aujourd'hui, la sphère intestinale, c'est notre deuxième cerveau. J'imagine de l'alcool qui est versé sur des neurones. Comme ça, vous imaginez une bouteille, vous imaginez des neurones dans un pot et qu'on verse, c'est horrible, qu'on verse en fait de l'alcool sur des neurones comme ça. Ce que ça fait sur nos neurones. On n'a pas envie. On n'a pas du tout envie. Donc parfois des images, en tout cas moi j'ai une mémoire qui est très visuelle et puis je suis très visuelle. Cette image m'a beaucoup frappée parce que ça fait quand même réfléchir à 2 fois en disant est-ce que j'ai envie d'arroser mon jardin intérieur, mes jolis neurones comme ça, de cette substance qui peut être un breuvage délicieux, mais parfois nocif pour ma santé. Voilà, c'est une question simplement à se poser. Si c'est avec modération, pourquoi pas. Si c'est en excès, voilà, on peut peut-être trouver des solutions. On le rappelle, l'hypnose, les diététiciens nutritionnistes sont aussi équipés pour soutenir les personnes. Il y a des gens qui sont très bien formés sur l'addictologie à l'alcool. Si c'est plus grave, évidemment, la médecine psychiatrique, un psychologue. Les alcooliques anonymes, ça on l'a redit, toute l'association AA qui est née vraiment de l'alcool avec une méthode aujourd'hui éprouvée. Il y a des bouquins sur le sujet. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est pas devenu pathologique, mais que vous avez peut-être un peu franchi la barrière, il y a énormément d'associations de soutien. Et puis je rappelle le site de Dry January sur lequel on peut aller si vous avez aussi envie de vous lancer dans le défi. Merci beaucoup Alex. Merci Anne. Bonne année à toutes et à tous. Si
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.